One, two, one, two, three. Créer un projet de civilisation commune qui va reprendre tous nos problèmes dans l'ordre. Quand vous êtes tout petit, votre premier besoin, c'est un besoin d'éducation. Donc le premier chapitre qu'on va étudier sérieusement pour regarder notre avenir, c'est comment on va éduquer nos enfants. D'accord ? Ça nous permet déjà de créer les bases. Vu qu'on va se fixer des nouvelles règles de fonctionnement en commun, il faut que ça imprègne le premier étage de la fusée qui est nos enfants. Qu'on leur apprenne notre nouveau modèle. Donc on va commencer le projet par s'intéresser à l'éducation de nos enfants. Pour ça, on va reprendre les choses dans l'ordre aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On a 25% d'illettrés, on a des élèves qui vivent avec un sentiment d'insécurité parce que soit ils se font racketter, soit il y a de la violence à l'école, on a des profs démotivés parce qu'on les balance dans les lycées les plus difficiles à leur première nomination, donc ils sont traumatisés, bref. On a un système scolaire qui, d'un point de vue financier et structurel, a tout ce qu'il faut pour sortir des enfants lettrés. Et à la fin, parce qu'on les met dans un contexte de société qui est agressif, on a un système éducatif qui ne donne pas les résultats qu'il devrait, puisqu'on a à la fin du CM2 25% d'illettrés. 25. À chaque fois que vous croisez 4 personnes, il y en a une qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. 4. Donc ça veut dire que c'est un sérieux problème. Donc comment on peut régler ça? On n'a pas plus d'argent. Et on n'en aura pas plus demain pour l'éducation. Donc ça veut dire qu'il faudra faire avec. Par contre, comme on dit en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Donc autant faire marcher le phosphore. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire, on a une carence, on a 25% d'illettrés. Quelle solution on peut trouver pour pallier à ça? En plus, on a un autre déficit, c'est que nos enfants parlent moins bien anglais à un certain âge que d'autres enfants étrangers. On est dans une économie mondialisée, donc autant les doter d'armes dont ils auront besoin. Donc l'idée, c'est de prendre un objectif qui est savoir lire, écrire, compter et parler anglais à une certaine date limite. Donc lire, écrire, compter, fin de CM2, et l'anglais, fin de 5e. Pourquoi? Parce qu'à la 5e, on peut partir soit en CAP, BEP, donc dans une filière manuelle, ou rester dans la filière classique. Donc l'idée, c'est de maîtriser l'anglais avant. Comme ça, quel que soit le choix, s'il y a quelqu'un qui fait un métier manuel, va aller travailler à l'étranger, il aura déjà l'anglais pour pouvoir... Donc l'objectif, avant la fin de la 5e, maîtriser ces 4 choses-là. Mais moi, j'ai pas de solution pour ça. Moi, je suis pas prof. Je connais pas le programme parfait. Et je sais qu'il y a des patrons qui me disent, oui, c'est bien les élèves, mais quand ils arrivent dans le marché du travail, ils ne sont pas du tout formés. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, on se rend compte qu'on a des élèves qui ne savent pas lire et écrire, des profs qui ne savent pas comment les former et des patrons qui ne savent pas comment les accueillir parce qu'ils n'ont pas une entreprise adaptée à ce qu'ils ont appris à l'école. Donc l'idée, c'est de les mettre tous ensemble. Premier critère, vous n'aurez pas plus d'argent. Deuxième critère, vous êtes obligé de faire en sorte qu'ils sachent lire, écrire, compter et parler anglais avant la fin de la 5e. Et donc on va mettre un panel représentatif de profs, de directeurs d'école, de patrons, de sociologues, machin. Environ 500 personnes qui vont se répartir sur tout le territoire et qui auront 6 mois pour créer les programmes scolaires adaptés à nos besoins, c'est-à-dire ces critères-là, mais aussi l'équivalence des diplômes, c'est-à-dire un diplôme manuel vaudra autant en termes de salaire et d'équivalence de diplôme qu'un diplôme traditionnel, et l'alternance, d'accord, que ce soit l'apprentissage ou la formation alternée, comme socle d'entrée dans la vie active. Donc on leur donne les critères, comme ça on a tout ce que nécessite notre société actuelle qui demande d'aller vite, d'être performant, d'avoir un seuil de connaissances tout de suite très haut placé. Donc on répond à ces critères-là de la société. Par contre, on
fait confiance à nos professeurs, à nos patrons, à tous les acteurs de l'éducation de nos enfants en leur disant, bah voilà, vous n'êtes pas plus bêtes que les autres. On ne peut pas vous donner plus d'argent pour fonctionner. Par contre, on a confiance pour que vous nous sortiez. Vous avez carte blanche. Inventez-nous l'école de demain. Vous avez 6 mois. D'accord? Première chose. Ensuite, il faut taper sur l'élève. Taper, c'est-à-dire en termes d'attention. Pas lui taper dessus, mais au contraire. Non mais, c'est bien d'avoir des mots choquants parce que comme ça éveille l'esprit des gens. Ben oui. Parce qu'on est passé de l'enfant qui n'avait aucun droit à l'enfant roi, à aujourd'hui, l'enfant ne sait plus quoi en faire. On est d'accord? Donc, comment on peut redonner du sens à la trajectoire d'un enfant qui vit dans une société qui ne lui donne plus aucun repère? On lui demande d'aller à l'école en lui disant que tu n'auras pas de boulot à la fin. Pourquoi? On lui demande d'apprendre notre constitution en sachant qu'à la fin, il n'aura pas de droit. Pourquoi? Donc, on est en train de tuer l'envie de nos enfants d'être quelqu'un parce que déjà, à l'entrée, on ne les met pas dans un système qui va leur donner envie de devenir quelqu'un. On a supprimé le service militaire. Je ne peux pas savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, mais simplement, à un moment donné, ça structurait les gens. Ils avaient un sentiment d'appartenance. Ils avaient un cap à l'âge adulte de franchi. Ils avaient l'expérience de vie collective. Donc du coup, leur logiciel, il était un peu différent à la fin du service militaire qu'à l'entrée. Parce qu'il y avait cette barrière civique qu'il fallait franchir pour avoir le droit de devenir un adulte. Puisqu'on ne peut plus s'appuyer sur le militaire et tout ça pour éduquer et intégrer nos enfants dans un processus d'intégration sociétale, pourquoi ne pas le faire à l'entrée de l'école? Donc on peut y ajouter ce que moi j'ai appelé l'équilibre ou le livret équitable. Il y a les notes classiques dans l'école, donc français, maths, géographie, histoire, tout ça. Mais pourquoi on n'ajouterait pas à l'entrée de l'élève en CP un livret, le livret équitable, d'accord, qui lui serait remis, et dans lequel, en plus de tout ce qu'il y aura, il aura 3 notes. Une sur le civisme, une sur l'absentéisme, et la dernière c'est sur... On a le projet là. absentéisme, civisme et je sais plus, obéissance je crois. Enfin, c'est un 3e critère. Tu veux... Ouais. Il y a 3 critères qui sont liés au comportement en fait. L'idée, c'est que en plus du programme scolaire, ils pourront avoir des notes sur ces matières-là. C'est pas obligatoire, si l'élève veut continuer à être insolent. Discipline. Voilà, la discipline, pardon. Civisme, discipline, absentéisme. Voilà. Donc, s'il veut continuer à être ce qu'il est, il a le droit. Par contre, s'il a envie de montrer ses bons côtés et de s'intégrer dans un modèle collectif, à ce moment-là, ces 3 notes vont avoir une grande importance. Parce que s'il a au-dessus de 16, à la fin de l'année, on va lui remettre un ticket d'or. D'accord? C'est le fait que chaque année, il pourra avoir 3 tickets d'or qui pourront servir à tous les âges pour plein de choses différentes. Quand il est petit, si ses parents, par exemple, serrent un peu la ceinture parce que c'est pas facile, grâce à ça, s'il a eu des bonnes notes à l'école, ses parents pourront toucher peut-être un peu plus d'allocations familiales. D'accord? Quand il est un peu plus grand, s'il a besoin de se payer des cours personnels pour combler des lacunes dans une discipline, il pourra se servir de ces tickets-là pour avoir des cours personnels. S'il devient adolescent et qu'il a besoin d'assurer son scooter, il pourra se servir de ça pour avoir une réduction sur son assurance scooter. Ou alors, s'il veut passer son permis, il pourra se servir de ces tickets d'or pour avoir des remises sur le prix de son permis. L'idée, c'est pas de donner une carotte, c'est juste de dire, voilà, tu t'impliques dans notre modèle de société, en récompense, nous, à différentes étapes de ta vie, on va t'accompagner avec des outils un peu bonus qui vont te permettre de mettre un peu de beurre dans les épinards, de faciliter ton parcours pour grandir, pour te faire ta place et te servir des outils qu'on met à ta disposition pour exister à la fin. C'est ça l'esprit. J'ai donné des exemples, mais après on peut définir autant qu'on veut. À nous de savoir ce qu'on veut offrir à nos enfants. D'accord? Donc j'ai donné quelques exemples comme ça, mais ça peut être pour tout, pour de la culture et tout ça. Auquel j'ajoute justement le Culture Pass. Le Culture Pass existe déjà. Là, l'idée, c'est d'y intégrer les parents, la famille proche. Il y a beaucoup de familles, par exemple, qui sont un peu désœuvrées, qui aimeraient bien pouvoir aller dans le musée et des choses comme ça. Mais qui simplement laissent leur fils ou leur fille y aller avec la classe, comme ça ils ont une remise,
Mais, donc l'idée, c'est d'avoir un culture pass qui, tant qu'un élève est dans le parcours scolaire, il ait un accès à la culture facilité, mais qu'il puisse aussi en faire profiter ses parents, ses proches, tout ça. Alors, il ne faut pas y voir juste la remise sur une place de musée, parce que ça va peut-être coûter 5 € par personne, peut-être. Mais ça va peut-être faire naître un artiste, ça va peut-être faire naître un ingénieur, ça va peut-être faire naître quelqu'un qui, parce qu'on leur a permis d'accéder à des savoirs auxquels il n'aurait pas accès, de plus tard peut pouvoir contribuer en apportant à notre collectivité, à notre société, son savoir, ses savoirs, qu'il aura envie de rendre à sa collectivité, parce qu'on lui aura permis d'avoir un contexte dans lequel il aura pu exister et se créer. Donc l'idée, c'est de concentrer par rapport à l'éducation toutes les forces. Les professeurs nous disent qu'ils sont les détenteurs du savoir. Pas de souci, on leur fait confiance. On y ajoute des acteurs de la vie, de société, pour qu'ils aient une idée réaliste de la société dans laquelle ils vont plonger les élèves. Et ensemble, allez-y, créez. On y ajoute l'équilibre, le livret équitable, pour accompagner l'élève et le responsabiliser dans son parcours d'éducation jusqu'à l'âge adulte. Et le Culture Pass pour finir d'asseoir sa place dans la société, où en ayant accès au savoir, à la culture et tout ça, il va se rendre compte qu'il fait partie d'une collectivité, d'un tout, qui vont lui permettre de s'épanouir. Et donc, le sentiment de civilisation rentre en ligne de compte, puisque du coup, on sème la graine, on l'arrose, on la fait fleurir, et à la fin, elle donne des fruits ou des belles fleurs. C'est l'idée. Il faut partir du principe qu'on s'inscrit dans le cadre d'un projet de civilisation et non pas d'un programme politique. Un programme politique, c'est froid. A plus B égale C, donc voilà. Là, non. Là, c'est comment nous, ensemble, on peut s'offrir des mécaniques de fonctionnement qui vont nous permettre à la fin d'être plus heureux. Juste ça. D'après vous, ça coûte cher à faire ou pas ça? Non. On est d'accord? Dans le pire des cas, j'ai fait le calcul, on a 700 000 élèves potentiels qui peuvent utiliser les tickets d'or par an. C'est une fourchette, parce que je ne suis pas un expert, qu'on n'aille pas me dire hey, j'ai estimé. Aujourd'hui, voilà, il faut estimer une tranche de diplômants, c'est à peu près entre 6 et 700 000 personnes qui peuvent agir sur le ticket d'or. Ça veut dire qu'en fait, il y en a qui vont l'utiliser plutôt dans leur scolarité, mais en gros, on part sur un panel, voilà, 600 à 700 000, ça vaut quelques millions d'euros. En termes de coûts réels, sur une année. Je crois que c'est même pas 70 millions d'euros sur une année. Mais vous rendez tous les ans des millions d'enfants heureux de vivre dans leur pays, de voir qu'ils existent pour les adultes, qui les observent, qui les éduquent, qui font partie d'un système qui leur donne leur chance d'exister. N'oubliez jamais que nous sommes l'adulte de l'enfant traumatisé qu'on a été. C'est là que ça se passe. Et en ce qui concerne les financements justement par les ministères de l'éducation, ça veut dire qu'on justement qu'on inverse justement ce qui se passe pour le moment. C'est-à-dire que ça vient justement de la population et des travailleurs, des professionnels comme tu dis, qui remontent directement de leurs pratiques sur le terrain leurs besoins pour dispatcher concrètement les budgets d'un ministère. Exactement. C'est une inversion de la pyramide c'est tout à fait ça. C'est du participatif. C'est mettre l'intelligence collective au service d'une mission. Parce que le professeur va être très fort en termes de pédagogie, en termes de chronologie d'apprentissage. Il sait à quel moment il faut apprendre l'alphabet, à quel moment il faut apprendre tel chapitre d'histoire. Il sait ordonner les choses pour que la mémoire de l'enfant soit prête à accueillir les informations. Mais il est dans une logique de savoir théorique. Mais à un moment donné, cet élève plein de savoir théorique, il va être plongé dans une société active. Où d'un coup, du jour au lendemain, on va lui demander d'avoir un rapport prix-performance rentable. C'est-à-dire, si on l'embauche, il va falloir qu'il donne des résultats. Si on lui donne la parole, il va falloir que sa parole soit de valeur. Si on lui demande son opinion, il va falloir que son avis soit construit. Donc, à un certain moment, on va exiger de lui des choses. Donc si on ne le prépare pas à ça, il va... Et donc du coup, on va se retrouver avec des frustrations de tous les côtés. Des profs qui ne seront pas compris parce qu'ils auront l'impression de faire de leur mieux, alors que nous, on va simplement les juger à travers les chiffres. À 25% d'illettrés, bah oui,
c'est incontestable. Parce que basiquement, si les programmes scolaires sont imposés par le haut, par des personnes qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas sur le terrain, oui, ça ne peut pas fonctionner. Moi, je ne suis pas expert en profologie. Par contre, je sais lire un chiffre. Et quand on me dit que sur 4 élèves qui sortent, il y en a un qui ne sait pas lire et écrire, je me dis, le ratio est peut-être suffisamment important pour peut-être envisager de se remettre en question. Et donc de dire, quitte, si on se base sur le fait qu'il y a un échec de performance, puisqu'il y a une petite minorité de gens, enfin c'est quand même un quart qui reste sur le pas à côté parce qu'ils n'ont pas assimilé la méthode éducative pour en tirer un savoir à la fin, ça mérite peut-être de se remettre en question. Et donc, puisqu'on a une société qui évolue à la vitesse grand V, où on a des cycles de 10 ans, quand avant on avait des cycles d'un siècle, c'est peut-être pas plus mal d'y intégrer des gens qui font partie de ces sociétés-là pour préparer au mieux l'arrivée de l'élève dans cette société. Ça sert à rien de faire former des boulangers dans Languedoc-Roussillon s'il y a 1300 boulangers au mètre carré. Non mais c'est ça, vous regardez aujourd'hui les politiques de l'emploi, dans le bassin de Saint-Nazaire, on va vous faire des formations en rapport avec le milieu industriel du bassin. On va former des soudeurs, on va former des tuyauteurs, on va former des ajusteurs, monteurs, on va former des métiers comme ça parce qu'on a une industrie qui est adaptée à ça. On va pas commencer à les former, je sais pas moi, des fabricants de cerfs-volants, parce que, voilà. Et donc du coup, si on a la même logique pour nos enfants, en se disant, voilà, nos enfants ont des besoins aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes que leurs grands frères d'il y a 10 ans ou de leur mère il y a 20 ans, si on réunit tout le monde dans une pièce et qu'on leur demande de travailler avec comme objectif de respecter ces critères-là, ils devraient en sortir quelque chose à la fin. Et ça ne coûte pas plus d'argent. L'idée, c'est de ne pas casser ce qui existe. Donc, puisqu'il y a un budget d'éducation qui existe actuellement, pourquoi ne pas s'en servir? Et on peut éviter de l'augmenter. Il suffit simplement de changer le curseur de réflexion. Plutôt que de dire, le ministre va essayer de vous faire une loi qui porte son nom à la fin parce qu'il veut laisser une trace de son passage dans l'histoire. Non, mais c'est ça. Hein. Toutes les lois de l'éducation depuis 20 ans, c'est le mec qui voulait laisser sa trace dans l'histoire, mais c'est des usines à gaz. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des écoles qui sont ingérables, parce que telle chose vient en conflit avec telle autre, parce qu'il y a un conflit avec telle autre. Et du coup, on se retrouve avec des profs paumés, des directeurs démotivés, des parents d'élèves qui sont effrayés et des élèves qui sont inquiétés. Voilà. Donc du coup, si on veut changer ça, il faut impliquer tout le monde, il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice, et chacun peut apporter sa pierre. Et du coup, si on travaille avec l'idée d'atteindre un objectif précis, on a fabriqué le Concorde en 68 avec que des calculs théoriques, on devrait pouvoir éduquer nos enfants avec des 200 ans de recul de système éducatif pour savoir comment l'adapter au XXIe siècle. Ça ne me paraît pas être une idée inconcevable dans le principe. Je vais leur lire ce qu'il a écrit là précédemment dans le projet. La différence ici, c'est que plutôt que d'avoir un ministre qui déboule les programmes et qui les proclame à partir de telle date, il en sera ainsi, à partir de telle classe, il faudra faire comme ça, ou encore d'avoir des enseignants qui contestent tout ce qui se décide sous prétexte qu'ils n'ont pas été consultés et des parents d'élèves qui ne cessent de se dire que le principal oublié reste l'élève, cette fois-ci, tous les acteurs concernés, basiquement, feront partie du processus. Même les patrons qui se plaignent du décalage entre la formation reçue et les besoins dans la vie réelle sont entendus. L'implication de tous. C'est exactement ce que je disais. Et ça, je l'ai écrit il y a 10 ans. Donc, c'est pour dire que la cohérence de l'idée, elle est là. Quand on fait marcher sa logique, si à la fin on veut que l'élève réussisse, on va trouver les bonnes idées. Si on veut faire en sorte qu'un système génère des gens plus ou moins illettrés, parce que ça nous arrange d'avoir des travailleurs de base qui ne se posent pas de questions pour aller prendre un crédit à la fin et s'enchaîner et devenir esclaves de la société qu'on leur offre. Oui, reconsidérer que la mission elle est commune, en là, fait, du coup, qu'à de se tirer dans les pattes, voilà. La mission est commune. C'est ça. Donc, si on veut des objectifs clairs, on a moyen de les mener sans forcément exploser les budgets, avec ce qu'on a comme ressources. Après, s'il faut adapter, une fois qu'on en saura un peu plus, s'il y a besoin d'ajuster en termes de personnel, de nouveaux acteurs. Mais au moins, il y aura une mission claire. Voilà. Apprendre, lire, écrire, compter et anglais avant le stade. Et l'équivalence des diplômes et la reconnaissance de la formation manuelle autant que la formation théorique. Donc voilà pour l'éducation. And the